Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va peut-être attendre une petite minute le temps que tout le monde nous rejoigne. Nous allons être quelques centaines ce soir pour ce deuxième événement des mercredis buissonniers. Donc, je vous propose d'attendre, de patienter une toute petite minute. Nos invités sont déjà là sur scène avec moi. Vous êtes déjà 138. Bonsoir Anne-Sophie et bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, vous voyez la fonction chat pour ceux qui sont déjà là. Vous avez la fonction chat sur le côté pour partager, si vous avez envie de partager avec la communauté ici présente. Si vous avez des questions plus spécifiques, ça nous permettra sera peut-être plus utile. Si vous avez des questions spécifiques pour nos invités, vous êtes priés de les mettre dans l'onglet discussion, dans l'onglet questions, pardon. Oh là là, je vois que vous êtes nombreuses et nombreux. Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous pouvez mettre vos questions dans l'onglet questions et on les triera et on les regardera à la fin et on les adressera à nos super invités. Et dans le chat, vous pouvez échanger avec la communauté et réagir à chaud si cela vous plaît. Mais ce n'est pas dit que nos invités auront le temps de lire le chat au fur et à mesure. Alors, il est 18h04. On va commencer tout doucement. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Fanny. Je suis la directrice de la marque Nature et Découverte. Je suis ravie de présenter, d'introduire au moins, parce qu'après, je vais les laisser en bonne compagnie, d'introduire nos invités ce soir. C'est un événement tout particulier pour nous. Donc, c'est le deuxième mercredi buissonnier. C'est le deuxième mercredi où on se retrouve. Donc, une fois par mois, ça devient un rendez-vous maintenant, autour de grandes questions qui font l'actualité. Et l'école dehors, Dieu sait que c'est une grande question d'actualité à l'heure des vacances et confinement, etc. Et on sent qu'on a tous envie d'aller dehors et comment mettre nos enfants dehors. Et voilà, on va l'aborder en détail. Simplement pour vous dire, nous, autrefois, on faisait des conférences dans notre magasin flagship qui était dans le Marais à Paris, où on accueillait une centaine de Parisiens. Aujourd'hui, on a décidé de démocratiser davantage ces conférences parce que grâce à ces nouveaux moyens technologiques, nous pouvons les faire avec toute la France. Donc, on attend plus de 250 personnes des quatre coins de la France et peut-être d'ailleurs qui se connectent ce soir avec nous pour assister à ce débat, cette conférence débat des mercredis buissonniers avec Nature et Découverte. Nous, on fait ça dans le cadre de notre raison d'être, notre nouvelle raison d'être chez Nature et Découverte, sur laquelle nous travaillons depuis maintenant plus d'1 an, c'est d'offrir des solutions concrètes à tous ceux qui veulent changer leur mode de vie pour une écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Et alors, c'est pour ça que ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter nos 3 invités qui vont très bien se présenter, mais d'introduire au moins le sujet de l'école dehors avec David Sève qui va animer le débat ce soir. Alors, je sais, c'est le seul homme, mais je présente en premier parce qu'il fait partie de l'équipe Nature et Découverte. David Sève, depuis 26 ans, c'est le directeur de la Fondation et des engagements. Et on a choisi d'inviter Moïna et Muriel qui vont se présenter dans un petit instant pour illustrer ce sujet qu'elles portent merveilleusement et ce depuis des années. Donc voilà, je laisse la parole à David et à ses invités. Je vous souhaite une excellente conférence et moi, je deviens spectatrice comme vous toutes et vous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, ravi de vous accueillir parmi nous. J'espère qu'on va donc passer 1 heure sympathique ensemble avec une très belle thématique qui nous tient à cœur. Et si nos enfants avaient classe dehors. Donc pour nous parler de ce sujet, on a 2 invités de marque. Je vais les laisser se présenter. Donc Muriel, directrice de l'école pratique de la nature et des savoirs. Muriel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes ? Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, qui je suis ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que je suis ravie de fêter mes dernières minutes de ma 50e année ce soir. Voilà, comme ça donne un élément de biographie tout à fait important. En tout cas, je suis ravie de répondre à l'invitation de la Fondation. J'ai enseigné pendant quelques années la littérature, voilà, ailleurs, à l'étranger, en dehors de la France. Et puis, je suis devenue maman
un jour. J'ai aujourd'hui je suis maman de 2 adolescents. Et puis, j'ai dû passer une dizaine d'années à l'étranger, en Colombie, au Canada, où j'ai terminé mes études. Et en rentrant en France, je me suis donc installée dans la Drôme. C'est ce que vous voyez en visuel, un petit bout d'un champ en contrebas du Vercors, où un matin, je me suis réveillée en me disant qu'il y avait une urgence à remettre du lien entre nos enfants et la nature, en tout cas de replacer nos enfants pour qu'ils s'épanouissent en lien avec le vivant. Donc, j'ai pensé à ça. Je me suis réveillée une nuit il y a à peu près 10 ans. Et depuis, voilà, une école primaire est née qui s'appelle donc Caminando. Et j'y œuvre au quotidien depuis toutes ces années. Donc, c'est une école que j'ai fondée, que j'ai rêvée, et avec évidemment toute une équipe avec moi. Voilà. Et que la Fondation a eu le plaisir de soutenir régulièrement dans son évolution, parce qu'elle fait des choses formidables. On va avoir l'occasion de le découvrir. Alors, Moïna, vous également, vous êtes très engagée pour la cause de la classe dehors. Aujourd'hui, on va commencer par vous présenter. Vous avez aussi une âme de voyageuse, donc dites-nous un petit peu où vous êtes allé chercher votre inspiration. En fait, au début de l'histoire, de mon côté, mon anniversaire n'est pas demain, mais par contre, j'ai eu un premier enfant il y a quelques années, et effectivement, le fait de devenir parent, ça pose beaucoup de questions, et ça pose des questions sur la façon dont on les éduque et qu'est-ce qu'on leur offre comme environnement et comme possibilité de lien avec la nature notamment. Et moi, j'habitais à Paris à l'époque, c'est encore à peu près le cas. Donc la question était une vraie question pour moi, parce que je sentais qu'il y a un vrai besoin de nature, et je le ressens moi personnellement, et je pense que les enfants en ont absolument besoin aussi pour grandir. Et je suis tombée sur un reportage radio sur une école en forêt qui avait été montée en Espagne, à Majorque plus exactement, par une mère de famille d'ailleurs. Et ça m'avait beaucoup interrogée, parce que j'étais pas du tout au courant de ça, il n'y a pas si longtemps, et je me disais mais c'est fou, effectivement, pourquoi on ferait pas école en maternelle dehors plutôt qu'à l'intérieur dans des salles de classe, en fait. C'est quand même beaucoup plus intéressant et plus agréable pour les enfants, et ça correspond beaucoup plus à ce dont ils ont besoin. J'en ai parlé à l'époque à ma fille, qui m'a dit « Mais ouais, c'est super, moi je vais aller dans une école comme ça ». Et comme je suis journaliste, j'ai oublié de le dire au tout début, mais à la base je suis journaliste, et donc je me suis dit pourquoi on ne parlerait pas un peu plus de ce sujet-là, qui n'est pas du tout assez discuté en France dans la sphère publique. Je trouvais qu'on parlait beaucoup des problèmes qu'il y a avec les enfants, les écrans, etc., mais que c'est intéressant aussi de parler des alternatives possibles, et on pourrait se dire que aller jouer dehors, c'est une alternative possible pour les enfants, par exemple, par rapport à rester à l'intérieur tout seul, enfermé dans une chambre, éventuellement devant des écrans. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce sujet, à faire une série d'articles, et un des premiers endroits que je suis allée visiter, c'était une école en forêt au Danemark. Enfin, j'en ai vu plusieurs, mais donc ça, c'était au Danemark, dans une école maternelle qui existe depuis 25 ans là-bas, parce que là-bas, le phénomène existe depuis les années 50, donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal et pas du tout remise en question, parce que les enfants qui ont commencé dans des écoles en forêt il y a 50 ans, ils sont devenus adultes, ils ont des enfants qui vont aussi dans des écoles en forêt ou pas, donc il n'y a pas du tout de question si c'est dangereux, si c'est une perte de temps, si c'est possible après d'aller dans une école à l'intérieur, etc., et qu'on peut se réhabituer à la vie normale dedans. Et donc, cette photo-là, c'est une des premières choses que j'ai vues dans cette école en arrivant un matin. Et donc, quelques minutes plus tôt, le petit garçon de droite, il était tout seul avec sa scie, et il sciait du bois, tout seul, sans adulte à côté. Donc, en tant que Française, j'étais assez étonnée, et je trouvais ça peut-être un peu dangereux. Et en fait, en discutant avec les éducateurs, je me suis rendu compte de tout ce qui était mis en place pour accompagner les enfants, pour qu'on leur offre un cadre qui soit et assez riche, qui offre beaucoup de possibilités, et en même temps qui soit pensé en amont pour ne pas être dangereux pour les enfants. Et donc, en fait, par exemple, avec les scies, ils ont des petites scies qui sont peu coupantes, qui sont en accès libre, dont ils ont l'habitude d'utiliser. Et puis, au fur et à mesure, ils ont d'autres matériels, et surtout, les scies qui sont plus grandes, c'est seulement avec un adulte. Enfin, tout est
tout est pensé, c'est pas juste on donne des couteaux à tout le monde et on voit ce qui se passe, quoi. Et surtout, cet enfant, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est pas seulement qu'il coupait du bois, c'est qu'en fait, qu'il coupait du bois avec beaucoup d'attention et beaucoup de joie, et qu'il était très occupé à faire cette action-là. Et après, il l'a fait avec un autre ami, ils l'ont fait ensemble, ils s'aidaient tous les deux. Et il l'a fait pendant un certain temps, de façon très concentrée. Et je trouvais qu'à 4 ans, c'était quelque chose d'assez remarquable. Et la question de la concentration, c'est un vrai sujet aussi. Et le plaisir d'aller à l'école et le plaisir d'apprendre. Et je trouvais que dans un endroit comme ça, on sentait que les enfants se sentaient bien et avaient du plaisir d'apprendre et d'être ensemble. Eh ben, merci à toutes les deux pour cette introduction qui nous met l'eau à la bouche et va nous permettre de parfaitement introduire le sujet. Alors, on est en train de vivre une période complexe avec la Covid-19. Bon, effectivement, c'est une contrainte qui est aussi l'occasion d'être très révélatrice de notre besoin de nature et cela pour une grande partie des gens, et notamment pour les enfants, et plus particulièrement pour les gens qui sont des enfants coupés de la nature, et surtout parce qu'ils sont en ville. Alors, Moïna, est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi on parle? Quelle est la place des écoles en France sur ce sujet par rapport à vous qui avez vu d'autres choses ailleurs? Et pourquoi il est urgent de mettre nos enfants au contact de la nature? Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, les enfants aujourd'hui, en France en particulier, ils vivent coupés de nature, ils vivent à l'intérieur, ils ne mettent pas, il y a beaucoup d'enfants, de très nombreux enfants qui ne mettent pas les pieds par terre, qui ne touchent pas le sol littéralement, qui n'ont jamais vu les étoiles la nuit, qui n'ont jamais touché à des insectes, etc., etc. Et ces enfants-là, ils sont donc véritablement coupés de nature. Et en les coupant de nature, on les prive de beaucoup, beaucoup de choses. Et on les prive du fait de pouvoir habiter vraiment le monde et leur environnement. Et c'est quelque chose d'important. Et on se rend compte encore plus aujourd'hui, depuis 1 an, avec le premier confinement qu'il y a eu il y a 1 an maintenant, les enfants qui allaient déjà pas très bien, qui étaient déjà beaucoup trop sédentaires et qui étaient déjà coupés de nature, et ben en 1 an, ça s'est pas du tout amélioré. Et donc la sédentarité s'est encore augmentée. Il y a eu la Société savante de pédiatrie a alerté en début d'année sur un grand nombre d'enfants qui sont en grande souffrance psychologique avec cette épidémie, parce que le Covid, les enfants sont très peu touchés par le Covid, mais ils souffrent beaucoup des conséquences du Covid, notamment les confinements, toutes les contraintes qui y sont liées, le stress qui est en famille, etc., les violences qu'il peut y avoir, et aussi la coupure de nature. Donc le fait de sortir est particulièrement important. C'est une réponse sanitaire aussi, de se dire qu'on peut aussi aller dehors et ça peut permettre aussi aux enfants d'être ensemble et de jouer, d'avoir moins de contraintes, de souffrir moins des contraintes que quand ils sont que à l'intérieur, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur. Donc c'est pas juste par rapport au Covid, mais c'est par rapport à tout ce qu'il y a autour. Oui, et par rapport un peu à ce qui se passe ailleurs, parce qu'en tant que Français, on ne se rend pas bien compte, le constat que vous avez fait en allant au Danemark ou à Majorque, c'est un petit peu le constat que font tous les Français aujourd'hui, mais il se passe des choses formidables au Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie. Est-ce qu'on peut replacer un peu le contexte de ce qui se passe en France par rapport au reste de l'Europe, ou voire aux États-Unis, au reste du monde? Alors, par exemple, par rapport aux écoles en forêt, ça a commencé… c'est quelque chose de très spécifique, les écoles en forêt, mais c'est juste pour donner un exemple. Mais donc, par exemple, ces écoles en forêt, ça a commencé dans les années 50 au Danemark. Donc, ça s'est beaucoup développé depuis, notamment en Allemagne et dans d'autres pays. Mais plus largement que ça, le fait de considérer qu'il est important qu'une partie de l'éducation se passe à l'extérieur en lien avec la nature, c'est quelque chose qui est maintenant reconnu. Et par exemple, en Écosse, depuis 2010, ça fait partie du programme des enfants de 3 à 18 ans. Cette notion d'apprentissage dehors, et que toutes les écoles mettent ça en place, des occasions fréquentes d'apprendre dans la nature et aussi par la nature. On peut parler de pause nationale. Avec une notion, oui, et avec une notion avec aussi une notion de jeu libre qui est intéressant. Donc ça, et le nombre d'écoles en forêt se développe à peu près partout dans le monde.
Et ça reste, même si ça se développe, et au Danemark aussi, les chiffres augmentent, et la demande est toujours supérieure à l'offre, malgré l'augmentation. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est là, et en parallèle de ça, il y a aussi tout un développement d'un champ de recherche depuis quelques décennies sur les bienfaits d'un contact régulier avec la nature à tous les âges, pour les adultes et pour les enfants, et notamment sur la question de l'éducation dans la nature et par la nature. Et ce champ-là, qui est assez récent, depuis, il s'est considérablement développé, et il y a eu plusieurs revues systématiques qui ont été faites. Et donc maintenant, c'est vraiment, on le sait, et c'est prouvé scientifiquement, que enseigner dehors, enseigner par la nature, ça fait du bien aux enfants. Ils apprennent mieux avec des meilleures performances académiques, etc., etc. Même s'il y a besoin d'avoir des choses qui soient plus précises par rapport aux méthodes de mesure, etc. On sait que ça fait du bien, il y a un vrai consensus de ce côté-là. Donc maintenant, c'est à voir comment, en France, c'est quelque chose qui peut être pris véritablement en compte de façon nationale, parce que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a eu des petites déclarations comme ça, mais ça reste complètement alternatif. Mais ça se développe beaucoup quand même en France. Enfin, ça reste alternatif, mais ça commence à prendre. Alors justement, Muriel, j'ai envie de vous demander, vous qui observez des enfants régulièrement dans votre école, une école tournée vers la nature, une école de la nature, qu'est-ce qu'on peut, quand on est au quotidien avec eux, observer des conséquences de ce contact très étroit avec la nature? Comment pouvez-vous partager l'impact positif qu'on voit et qui paraît évident quand on est à côté de ces enfants et qu'on les observe? Pour rebondir sur ce que nous partageait Moïna, on peut considérer en effet aujourd'hui qu'on a toutes les observations, les études et tout ça du bienfait d'être dehors. Au passage, il n'y a absolument personne qui nous a témoigné, qui nous a assuré que pour qu'un enfant s'épanouisse et apprenne, il doit être enfermé à l'intérieur et assis plusieurs heures par jour. Donc ça, c'est le constat. Mais j'ai envie de vous partager ce soir que c'est encore mieux de le vivre, de le voir et de le partager avec les enfants. Et toute cette richesse, en fait, elle s'incarne. Alors, dans une telle école comme celle de Caminando, ce qu'on peut voir au fur et à mesure des années, c'est en fait la résultante d'un ce qu'on peut appeler un process. C'est-à-dire que dans l'idée de remettre les enfants en lien avec la nature, il y avait l'idée de se poser la question de l'école, parce que c'est là où les enfants passent énormément de temps en fait dans la semaine. Donc le process, c'est en fait la fréquentation de la nature dans la semaine. Et avec un cadre, avec quelque chose qui revient, un process ou une routine, en fait, au bout de plusieurs années, donc tout un primaire, il y a des enfants qui commencent au CP et qui vont après au collège, la chose la plus flagrante qu'on peut voir, c'est l'autonomie et la responsabilité. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller pour prendre leurs affaires pour aller dehors, peu importe le temps. Il n'y a pas de refus, de rejet, il ne fait pas beau, il fait froid. Ça, c'est des pensées d'adultes. Nous, les adultes, le matin, avant de partir à l'école, on regarde la météo en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on va se cailler ?» Mais on n'a pas du tout ça du côté des enfants. Eux, ils vont prendre leurs habits de pluie ou leurs anoraks l'hiver, etc. Ils s'habillent, ils mettent les gants et tout le monde part. Donc, il y a une autonomie à gérer tout ça et à s'organiser pour sortir de l'école ensemble. Autre chose qu'on peut voir qui est vraiment flagrant, c'est des enfants qui vont, Moïna l'a évoqué, qui vont se poser, qui vont se centrer. Quand elle a parlé tout à l'heure de la scie, c'est des capacités en fait d'observation, de concentration qu'on peut appeler de centrage. Et ces enfants, par exemple, quand on est à l'affût, on y a 15 ou 20 enfants qui sont cachés dans la forêt ou cachés dans un champ, on sent qu'on est capable. Et du coup, souvent les gens qui visitent ce type d'école disent que le niveau sonore de l'école, il est bas. Parce que dans la nature, on ne fait pas que de crier, d'hurler, sinon il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'oiseaux. Et donc, c'est un autre point qu'on voit, ces capacités de centrage. J'ai encore deux choses qui me paraissent vraiment prégnantes. C'est aussi la relation à l'adulte. Quand c'est les adultes enseignants ou accompagnateurs, les gens qui encadrent les temps dehors avec les enfants, on n'a plus une posture de sachant, parce que j'aime bien dire qu'une maîtresse, ça peut toujours s'étaler dans la boue, ça glisse, etc. Et du coup, la relation avec l'enfant, elle est celle de la complicité. On se sent tout d'un coup humain ensemble,
parce que sortir dans la nature, ça peut être un peu difficile, un peu compliqué, il y a des efforts à faire, etc. Donc ça me semble vraiment important, le changement de relation enfant-adulte, et on a beaucoup plus de complicité. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a quelque chose vraiment d'important qui est presque palpable chez les enfants, c'est ces fameuses compétences en fait qu'on appelle les soft skills, ou voilà, toutes ces compétences-là d'empathie, de gérer, de s'adapter, de coopérer, bien sûr. Il faut s'aider dans la nature. Plus on y passe de temps et on fait des choses ensemble, on est obligé de coopérer. Donc, toutes ces compétences-là, eh ben, on le voit avec le temps, que les enfants, en fait, organisent une société. Albert Jacquard nous disait, l'école, c'est faire société ensemble. Et en fait, c'est par l'inspiration de la nature que cela engramme, en fait, dans les postures et les attitudes des enfants. Alors Muriel, là vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche sur tout ce que ça pouvait développer chez les enfants. Ce qui serait intéressant, donc déjà dépasser le stade de la nature comme décor, et puis comment on met en évidence que renforcer son lien au vivant dans le cadre de l'école offre beaucoup d'autres perspectives, et comment est-ce que vous accepteriez de partager des exemples de pratiques que vous avez avec eux, que vous mettez en place à Caminando, et qui favorise cette expérimentation, qui favorise cette sensation d'appartenir à la nature. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Alors, peut-être on peut distinguer deux choses. On peut distinguer faire l'école dehors, c'est-à-dire s'équiper avec du matériel ou très peu de matériel. On peut prendre un livre et lire Molière dans le texte en plein milieu de la forêt. Ça se met dans un sac à dos, ça va, c'est facile. Mais on peut évidemment s'équiper avec des tableaux qu'on transporte et tout un tas de choses, et prendre aussi des choses naturelles pour faire des maths, pour faire du français, etc., en étant dehors. Ça, c'est fait l'école dehors. On peut atteindre, j'ai envie de dire, comme un petit stade un peu plus compliqué ou un peu plus approfondi dans le lien à cette nature. C'est quand on tente une reconnexion, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas dehors parce que quelqu'un disait ça, on ne va pas dehors parce que la science nous dit que c'est bon pour nous, mais on va dehors parce que la nature nous fait ressentir autre chose. Ou en tout cas, on est en train de nouer une relation sensible à la nature. Donc, dans une école, en tout cas telle qu'on le pratique ici, eh ben, la nature, elle est dans l'emploi du temps. Donc, elle est dans l'emploi du temps. Le lundi, il y a des temps de jardin, par exemple, où on va cultiver, c'est se remettre dans un temps cyclique, le temps de cette nature qui revient. C'est en fait changer de paradigme. Et le mardi, on va faire des sorties nature, on va en dehors de l'école. Et donc, souvent, c'est un peu plus compliqué. Dans ces sorties en dehors de l'école, faut s'organiser. Comment on fait pour se déplacer? Un guide de devant, un guide de derrière. On va à la rivière ou dans la colline. Et tout d'un coup, on peut appréhender des peurs aussi. On apprend à appréhender ces peurs parce qu'on va les partager avec les autres. Un autre jour, c'est une pratique qu'on mène depuis quelques années, une pratique qui nous vient des Highfield, cette école au Canada, qui est menée par Jean-Claude Catry. C'est les fameux sit spots où on se pose une demi-heure. Alors, ça commence par 10 minutes dans la cour de l'école. On va un peu plus loin chaque fois. Et les enfants, au bout d'un moment, arrivent à se poser 20-25 minutes tout seuls, sans voir personne. Et donc, en temps de centrage et d'observation. Et ça, on touche quelque chose qui va… En fait, le but, c'est de verbaliser, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'on a ressenti. C'est ce que font les communautés premières, qui n'ont pas d'écrit, mais qui verbalisent entre elles. Quand on fait le récit de ce qu'on a vécu, en fait, l'esprit engramme et on apprend les uns en plus des autres. Et donc, ces temps-là sont vraiment très, très importants. Après, il y a tous les jeux de proie-prédateur, parce qu'on a tous dans notre ADN de se cacher. J'ai envie de demander aux gens qui sont avec nous, qui suivent cette conférence, la dernière fois qu'ils ont fait un cache-cache. Et je vous jure, demain, si je parlais de mon anniversaire, c'est parce que c'est la fête de la Terre demain. Si vous avez l'occasion, peu importe, après le boulot ou le matin de bonne heure après le petit déjeuner, essayez de faire un cache-cache où vous posez 20 minutes dans la nature, juste observer
il y a des choses qui arrivent très étonnantes à écouter, à voir, et même en ville, s'asseoir dans un parc et chercher ce qu'il y a de vivant autour de vous. Et vous allez voir, ça donne on voit les choses complètement différemment. Donc ça, c'est des temps, à force de pratiquer avec les enfants, on arrive à cette qualité de sentir qu'on est en vie. Et ils l'expriment eux-mêmes. Hein. Ils disent, quand on se pose dans la nature, on a l'impression vraiment qu'on en fait partie parce qu'on est un petit bout de la nature. C'est un enfant de C1 qui disait ça. Formidable. Ce lien-là, il est vraiment précieux, mais parce qu'il est pratiqué dans un emploi du temps, dans un process qui revient. En fait, on s'entraîne comme faire du vélo, de reprendre le lien avec la nature. En parlant de vélo, est-ce qu'on peut parler aussi de retrouver un rythme, de se recentrer, on l'a dit, mais de se remettre au rythme de la nature, simplement pour mieux l'appréhender et la découvrir. Souvent, elle est à notre porte et on l'entend pas et on l'écoute pas et on la voit pas. Donc, retrouver le rythme qui permet d'être pleinement ouvert et reconnecté au vivant. Peut-être, Moïna, on est tous d'accord pour dire que bon, la nature est profitable aux enfants, quelle que soit l'école dans laquelle ils sont. Effectivement, ces pratiques, elles sont surtout issues d'écoles qui sont des écoles pionnières, parfois isolées. Et aujourd'hui, on aurait envie, compte tenu du confinement notamment, de rejoindre un petit peu l'ensemble souvent des jeunes parents qui se rendent compte à quel point leur enfant a besoin de ce lien avec la nature. Donc, plus largement, est-ce qu'on peut parler des pratiques du dehors dans toutes ces écoles et à la maison? Comment on appréhende ça et comment, alors dans une école remarquable comme celle de Caminando, on peut faire des choses, mais peut-être que aussi dans l'école de ses enfants, l'école de son quartier, à la maison, on peut faire des choses. Comment on s'y prend? Je remets mon micro, pardon. C'est vraiment important comme question et c'est la question qu'on s'était posée quand on a écrit le premier livre avec Mathieu Chéreau qui s'appelle L'enfant dans la nature. Parce qu'au départ de mes recherches, j'ai commencé par les écoles en forêt ou des écoles comme Caminando qui font vraiment très, très envie. On a envie de mettre ses enfants dès demain. En même temps, tous les enfants ne peuvent pas tous aller dans des écoles en forêt, dans des endroits comme ça. Et donc, je trouvais ça important de voir comment c'était possible de le faire de différentes manières, dans différents lieux, dans différents types d'écoles, etc. Et donc, j'ai vu que c'était possible de le faire en France aussi, dans des écoles alternatives, mais aussi dans des écoles tout à fait classiques publiques, et que c'était possible de le faire dans un milieu rural, mais aussi dans des grandes villes. On va le faire de différentes façons. Et par exemple, il y a une dizaine d'années, en parallèle à peu près, il y a 2 initiatives qui ont été montées, une à Strasbourg et une dans une petite ville de Poitou-Charentes à Pompère, où des enseignants des 2 côtés se sont dit comment je peux faire pour offrir à mes élèves de maternelle un accès régulier à la nature, un accès toutes les semaines, tous les jours, qui puissent être en contact avec le vivant, qui puissent profiter d'un espace qui soit plus riche, qui puissent apprendre, développer leur sens avec les éléments naturels, etc. Et donc, à Strasbourg, ils avaient un espace, c'était dans le quartier de Haute-Pierre, donc c'est un quartier de Strasbourg avec des logements sociaux, et ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'espace où il n'y ait pas des voitures qui soient trop proches, etc., d'espace de nature qui soient suffisants pour pouvoir faire classe dehors de façon sécure. Et par contre, ils avaient beaucoup d'espace autour de l'école. La cour était assez vaste et ils pouvaient l'agrandir un peu parce qu'il y avait un plan de rénovation urbaine. Et donc, ils ont changé les espaces autour de la cour. Donc, au départ, c'était juste une permission de la ville qui a dit « Ok, vous pouvez faire évoluer l'espace ». Donc, ils ont commencé à ramener des éléments naturels, etc. Et au fur et à mesure des années, la cour est devenue un jardin assez sauvage et vraiment intéressant. Et ils ont fait classe tous les matins. Ils faisaient classe dans cet espace de nature, donc à l'intérieur de l'enceinte de l'école. En parallèle, il y a Christelle Ferjou à Pompère, dans une petite école publique, qui avait déjà des expériences pour mener des projets pédagogiques en nature, qui était professeur des écoles et qui a pris connaissance de ces écoles en forêt et qui a dit comment je peux faire dans ma petite école chez moi. Et donc, elle a mis en place une pratique de classe dehors où elle allait dans un espace de nature juste à côté de son école, une fois par semaine, toute une matinée. Donc, avoir un temps dédié
comme disait Muriel, avoir un vrai temps dédié à ça et un temps assez vaste et assez régulier pour que les enfants s'approprient vraiment l'espace et que ça devienne aussi leur espace à eux. C'est pas un espace qu'ils découvrent, mais c'est un espace qu'ils connaissent et qu'ils voient évoluer au fil des saisons. Et donc, et depuis, donc ça c'était il y a 10 ans, et il y a 10 ans, ça se faisait très très peu, et depuis ça a évolué, et surtout depuis 1 an, il y a de plus en plus d'enseignants qui le font. Il y en a beaucoup qui sont lancés ces derniers mois ou depuis 1 an après le confinement, ou qui le font plus régulièrement qu'avant. Et donc c'est quelque chose qui se développe vraiment, et côté classe dehors dans un espace à côté de l'école. Et aussi, il y avait une question, j'ai vu par rapport aux cours d'école. Les cours d'école aussi, c'est des espaces qui sont en train d'évoluer, qui en France, pour l'instant, en général, sont très plats, très artificiels et avec vraiment peu d'intérêt, qui ne correspondent pas du tout aux besoins des enfants. Et là, on a des espaces qui commencent à évoluer, et dans beaucoup de villes, il y a des projets pour faire évoluer les cours d'école, pour que ça corresponde pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi, dans certains cas, pour que ça corresponde et que ça rende possible des expériences de nature régulières. Et ça, c'est la seule façon. Et le faire dans des cours d'école, c'est quelque chose de très important, parce que c'est la seule façon de s'assurer que tous les enfants d'un pays puissent avoir un accès régulier avec la nature, parce que tous les enfants vont à l'école. Donc, donc cette question d'école, c'est complètement stratégique, parce que si la cour d'école est toute bétonnée et que les cours ne sont qu'à l'intérieur et que il y a un tiers des enfants qui vont jamais en vacances, et ben ces enfants-là, ils ne seront qu'avec du goudron et ils seront pas en contact avec le vivant. Alors que si on a une cour d'école, ou si on a une pratique de classe dehors qui est mise en place, où on a quelque chose de régulier qui se fait, et ben là, on sait que tous les enfants peuvent avoir ce lien et peuvent se développer et avoir un monde qui est plus large que juste une salle de classe et une cour goudronnée. Je peux dire que vous êtes convaincante. On a tous envie d'avoir des écoles comme ça dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers. On a vraiment à cœur que ça puisse se développer. Et je pense que c'est quelque chose que, effectivement, le confinement a aidé finalement à rendre conscient ou assez évident pour tout le monde. Et ça, c'est bon, voilà, ça ne peut pas avoir que des inconvénients. Donc, Moïna, je vous redonne la main. Vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, juste par rapport à cette prise de conscience dont vous parliez, ce qui est intéressant aussi quand ça se met en place du côté des écoles, c'est aussi le message que passe l'école et que passe l'enseignant, c'est que la nature est quelque chose d'important pour les enfants, donc c'est reconnu. Et donc, par rapport aux parents aussi, ça peut changer les choses. Pour les parents qui n'avaient pas encore conscience de ça, ça peut changer les choses. Et pour tous, en fait. Et donc, les enfants s'approprient les espaces à côté de chez eux, où peut-être qu'ils vont emmener leurs parents qui ne pensaient pas aller dans cet espace-là. Ils vont l'emmener, ils vont dire « Ah bah viens, là-bas, il se passe quelque chose, etc. » Et j'ai envie d'y aller parce que c'est aussi mon espace. Et donc, je pense que les parents… bien sûr, on a envie que nos enfants soient dans un espace qui leur correspond et donc je pense qu'on peut, en tant que parents, on peut en parler aux enseignants et leur dire que c'est possible de le faire, que c'est permis, qu'on peut le faire même sans avoir une grande forêt, c'est possible de le faire. On peut en parler à notre maire en disant qu'il faudrait que les cours correspondent aux besoins des enfants. Et on peut aussi, en tant que famille, se dire on va dédier un temps en attendant que la cour soit bien et que l'enseignant a envie de le faire, etc., etc. On peut déjà le faire tout de suite avec nos enfants et mettre en place des temps réguliers ou dans un petit espace juste à côté de chez nous ou le week-end et dans un espace plus vaste, etc. Et donc, je pense que c'est important aussi de se dire que même si à l'école, ça ne se fait pas aujourd'hui, il y a tous les temps en dehors de l'école aussi qui sont possibles. Et il faut en profiter, même juste commencer par un petit pique-nique à côté ou le goûter dans le square ou n'importe quoi. Et moi, quand je suis revenue du Danemark, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai acheté des tenues de pluie, ils avaient des gros pantalons de pluie là, bien solides. Je leur ai acheté ça pour qu'elles puissent bien jouer dehors de façon sérieuse. Et déjà, rien que ça, ça change parce que les bottes, ça suffit pas. Ouais, il y a une maxime qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste un mauvais équipement, hein, c'est ça. Hein. Moi, j'ai envie d'entendre Muriel, avec tout ce que vous développez à Caminando, qu'est-ce qu'on peut développer à la maison pour faire en sorte à ce que nos enfants soient connectés dehors? Ça me faisait… Je souriais en écoutant Moïna parce que j'ai été plus d'une fois, mais vraiment souvent à l'école.
d'apprendre que des enfants avaient le dimanche dans la colline à côté de l'école pour leur montrer c'était où les six spots. Il fallait faire visiter l'endroit où l'enfant s'asseyait au milieu d'une petite forêt, quoi. Ou d'avoir tous les parents, toutes les familles qui sont allés à la rivière où il y avait le village cabane pour aller un peu regarder. Et donc le lundi matin, on revient, on parle du quoi de neuf, de qu'est-ce qu'on a fait, etc. ce week-end. Et là, j'apprends qu'ils ont fait l'école encore une fois le dimanche. Mais c'est vrai parce qu'on appelle ça la porosité. C'est-à-dire que pour les parents, l'enthousiasme des enfants, c'est porteur. Il y a des gradations en fait dans les choses qu'on peut faire. Évidemment, on ne va pas demander, on ne va pas se dire ce qui est vraiment super pour remettre ses enfants en lien avec la nature, c'est d'aller dormir dehors, bivouaquer et faire un feu. Des parents, moi, même au fin fond de la Drôme, j'ai envie de dire, je croise plein de gens qui ne savent pas du tout allumer un feu de bois, dormir dehors, ça leur fait peur, ils n'iront jamais. Donc, en fait, il faut faire tout simplement attention aux gradations. Mais il y a deux choses. Il y a la curiosité, parce qu'on apprend toujours avec de la curiosité et de l'enthousiasme, l'idée d'aller découvrir un truc qu'on ne connaît pas, et le temps qu'on y passe. Et en fait, si on reprend la photo là, des enfants qui sciaient, en fait, ils faisaient quelque chose de concret. Donc souvent, la famille, c'est de prendre le temps et de se lancer dans quelque chose qu'on va faire ensemble. Parce que dans le lien au vivant, il y a des savoir-être dans la nature. Et donc, tout d'un coup, on partage en lien avec ses enfants qu'on n'est pas très à l'aise, mais qu'on va y arriver. Ça devient un défi. Et on est un peu tous faits. On a ça dans notre ADN aussi, ces histoires de défis, de se surmonter, d'essayer quelque chose. Parce que nous, on sait qu'après, on va être content de l'avoir réussi. Même si c'est à moitié raté, on va en rigoler, ou etc. Mais en tout cas, ça fera un temps d'histoire à partager, vécu avec les enfants. Donc, c'est forcément du temps. Et bien souvent, c'est de faire quelque chose de concret. Et là, si on arrive à partager, se remettre en lien et de partager ce qu'on a vécu, c'est vraiment gagné. Mais ça peut être des choses toutes simples. Il y avait avant, on disait, après le repas, il y avait ces balades dominicales, quand on avait bien mangé, on allait dehors, un peu comme on disait, on ouvre les fenêtres pour aérer la maison. Mais ces balades-là, c'est aujourd'hui, oui, on en parlait, on voit les enfants, mais les jeunes aussi qui quittent la table et qui se ruent sur leur téléphone ou sur les écrans. Mais inviter nous-mêmes, adultes, de prendre ce temps-là, on redécouvre, parce qu'on le sait, hein, quand on revient d'un moment passé dehors en pleine nature, on est différent, parce que évidemment, il y a du vide, et le vide, il est créateur de quelque chose. Et là, on se sent différent. Peut-être les parents, souvent, c'est parce que c'est cette nature qu'on appréhende sans préjugés, mais c'est une nature qu'on ne connaît pas forcément. Et l'autre voie d'accès, c'est celle, évidemment, dans des écoles, dans la nature, il y a des connaissances naturalistes que les enfants vont s'approprier. Mais ça, c'est un super vecteur aussi, et ça engage la curiosité des parents de dire qu'est-ce qu'on connaît de la nature, de ramener des choses. Et il n'y a pas besoin pour les parents d'avoir des connaissances naturalistes. C'est drôle après de chercher avec les enfants, de classer les choses, de les ranger. Je confirme. De connaître leur nom, etc. Ouais. Donc, il y a énormément à faire, mais pour ça, il faut vraiment se poser des temps et essayer d'en profiter à chaque fois que c'est possible. Oui, ce que je retiens, hein, donc, c'est passer du temps dans la nature, le faire régulièrement et le faire en conscience et le faire de façon partagée. Et déjà, ça, c'est 90% des bonnes faits qu'on peut mettre autour du berceau pour vivre une expérience intéressante autour de l'émerveillement et dans lequel on peut adresser effectivement la connaissance. Mais la connaissance n'est pas forcément la clé d'entrée. La clé d'entrée, elle reste l'émerveillement. Et ensuite, on peut aller vers des associations qui vont nous apporter aussi des outils. Alors, j'ai envie de citer la Fédération des clubs CPN, qui va nous donner, vous connaissez peut-être la Hulotte, qui va nous donner des éléments pour aborder cette nature de proximité qui est autour de nous, de façon à la fois humoristique, mais aussi très précise, très synthétique, et qui va nous faire gagner beaucoup de temps sur comment l'appréhender pour nous, puis pour nos enfants, pour vivre un moment partagé très intéressant. Moi, j'ai
apprendre en expérimentant, en découvrant par soi-même, c'est vraiment la clé du sujet, je pense. Hein. On parle de pédagogie active, c'est vraiment la clé d'entrée. Et ensuite, on a un écrin de nature qui nous reconnecte au vivant et dans lequel on peut apprendre petit à petit à se reconnecter et donc à vivre une expérience enrichissante pour soi, pour les autres, et puis effectivement avoir une conscience écologique qui se concrétise et qui se matérialise au fur et à mesure de nos expériences. Voilà. Eh ben, écoutez, moi j'ai été vraiment très intéressé par tous ces échanges. Je pense que derrière nos écrans, on a aussi des gens qui piaffent d'impatience de vous poser des questions. Donc, j'ai peut-être envie de basculer sur les questions. Alors, il y en a plusieurs. On va les prendre au fur et à mesure. Dans les premières questions, on voit comment on passe de cette société de consommation qui empêche de se développer à ces moments un petit peu ces bulles de nature dont on parle et qui nous apportent tant dans nos quotidiens. La question, c'est comment on passe? Comment dans une vie un petit peu effrénée qu'on vit de tous les jours aujourd'hui, notamment quand on est urbain, périurbain, mais on passe à des moments privilégiés de nature. Comment on s'octroie ces moments de nature? On trouve Moïna, j'y vais. Par exemple, oui, si tu veux. D'un coup, il y a si tu es inspiré. Ouais, plus on se sent fatigué, à bout, toutes ces histoires, on en parle assez régulièrement, on le sait, de stress, de comportements addicts, etc. C'est se forcer, quoi, c'est se donner vraiment un coup de pied aux fesses pour aller s'asseoir dans la nature ou dans un parc ou en bas de chez soi, en bas de l'appartement. Évidemment, si on peut aller faire un week-end et dormir dehors. Vous vous sentez pas bien, posez-vous juste la question, ça fait combien de, je sais pas, de semaines, de mois, d'années que vous n'avez pas dormi dehors? Je vous jure, la nuit dehors, vous vous réveillez, vous vous sentez autre. La nature, elle fait ça, en fait. Parce qu'on a, adultes, on a complètement perdu, parce qu'on n'a pas grandi dans des forest schools, etc. On a perdu ce lien en vivant. Réfléchissez combien de temps vous passez dehors ou dans la nature. Pour pas mal de personnes, c'est vraiment minime. Donc, on a perdu ce goût-là. Donc, comment on fait? On essaye de réaliser, c'est une vraie prise de conscience et juste faire cet effort de se poser, essayer de rester, je ne sais pas, 20 minutes sans bouger. Vous allez voir, la tête, elle se vide et tout d'un coup, il y a quelque chose qui rentre, en fait, de l'énergie. Et pour ça, oui, il faut le faire. J'ai envie de préciser également, on a pas mal de gens qui nous posent des questions, comment on peut rassurer les enseignants pour faire école dehors, comment on peut baliser un petit peu le chemin pour qu'ils se sentent capables ou d'affronter quelque chose qui peut réveiller chez eux pas mal de peur, dans le sens où il y a un sujet de sécurité, il y a un sujet de responsabilité vis-à-vis des parents, le regard des parents par rapport à ça. Donc, ce serait quoi les conseils un petit peu pratiques ou les outils? Alors, on va mettre à disposition, c'est le principe de cet échange d'une heure, hein, c'est de développer un sujet et de vous donner ensuite des références pour pouvoir aller plus loin. Donc, on a demandé à Muriel, Moïna, de nous donner un petit peu les ouvrages ou les sites ou les documentaires un petit peu référents sur les sujets, donc qu'on vous adressera dans le mail. Donc, on ne va pas trop développer ce sujet-là, mais par contre, comment on peut aider notre enseignant à prendre ce sujet en main ou comment l'aider simplement à avoir le courage d'emmener les enfants une première fois dehors pour constater tout le bien que ça leur fait et avoir envie d'y retourner. Ça, c'est plutôt pour Moïna, je pense. Je pense qu'on peut toutes les deux répondre, mais je veux bien commencer. Alors, je pense que, j'avais posé cette question-là à Christelle Ferjou, avec qui j'ai fait un livre, qui est donc l'enseignante de Pompère, qui est devenue conseillère pédagogique depuis, en lui disant, quand on est parent et qu'on aimerait bien que dans notre école, les enseignants sortent, qu'est-ce qu'on peut pas les pousser vraiment à sortir, quoi. Sa réponse, elle m'a un peu frustrée au départ, mais en fait, je la trouve assez juste.
Elle m'a dit, quand on est parent, on n'est pas à la place de l'enseignant et c'est un choix de l'enseignant. Et c'est une posture qu'il a et c'est une envie qu'il a, ça fait partie de son projet pédagogique, etc. Donc, si l'enseignant il ne se sent pas de sortir et que ça lui fait peur, et voilà, on ne peut pas le forcer. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte, je pense. Et c'est important de se rendre compte de ça. Mais ensuite, on peut, à l'école, proposer avec l'association des parents d'élèves, proposer la projection d'un film ou quelque chose pour donner envie aux enseignants, ça peut être ça. Et peut-être qu'il y aurait un enseignant dans l'école à qui ça va faire tilt et qui va se dire « Ah bah tiens, je vais peut-être mettre ça en place » et après, ça peut faire boule de neige. Souvent, ça se passe comme ça dans les écoles. Il y a une personne qui est moteur et puis après, il y en a d'autres qui suivent. Donc, ça, c'est une option. Ensuite, par rapport aux freins, effectivement, un des gros freins des enseignants, c'est le fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de le faire, alors qu'en fait, c'est possible de le faire, c'est permis. Et l'autre frein, c'est les parents. Ils ont peur de la réaction des parents. Ils ont peur que les parents soient contre. Et en fait, tous les enseignants avec qui j'ai discuté, ils me disent, souvent, ça revenait, cette peur des parents. Et en général, à partir du moment où on présente aux parents la démarche et le pourquoi de la démarche, en général, ça se passe bien. Il y a souvent des parents qui accompagnent et qui sont très contents de participer à cette autre façon de faire école. Donc ça, c'est le deuxième frein. Et après, il y a aussi le frein, par exemple, du lieu, de se dire, ah bah, j'ai pas d'une énorme forêt juste à côté de mon école, donc je peux pas faire l'école dehors. Et en fait, on peut faire l'école de différentes façons. Après, c'est mieux, bien sûr, d'avoir un environnement qui soit plus riche comme une forêt, mais on peut aller toutes les semaines dans un petit endroit de nature à côté et aller une fois par mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois dans un espace qui est plus riche et plus intéressant. Et sachant que même un petit espace de nature juste à côté de l'école, même si c'est pas extraordinaire, comme par exemple l'endroit où allait Christelle au départ, c'était pas extraordinaire comme endroit, mais c'était déjà beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant qu'une salle de classe. Et il y avait du vivant et on était en contact avec plein de choses et ça évoluait, etc., etc. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Et par rapport à ces freins, je voulais juste vous dire, je mettrai dans les références, on organise des webinaires d'une foire aux questions sur justement ces premiers freins pour les enseignants. Donc, les parents, les autorisations, la sécurité, la logistique, etc. Merci. Merci Moïna pour ces éléments très, très, très concrets. Là, on avait une autre question, c'est est-ce qu'il y a dans ces écoles, on va dire classiques, des gens qui seraient des ATSEM ou des gens qui seraient formés pour accompagner les enseignants dans cette logique d'appréhender la nature avec les enfants? Est-ce que l'enseignant, il peut y aller tout seul ou est-ce que c'est bienvenu qu'il puisse y avoir des parents ou des ATSEM ou des gens qui peuvent les aider? Je sais qu'en Normandie, il y a des choses qui se font, peut-être que vous êtes au courant, vous pouvez nous en parler là-dessus. Je pense que l'enseignant qui souhaite aller dehors, il doit demander comme une autorisation de sortie, en fait, pour aller au cinéma ou aller visiter un musée. Donc, en fait, ça dépend très souvent aussi de la direction de l'école. Mais en quelques mois, j'ai des témoignages d'une quantité incroyable d'enseignants qui font une autorisation de sortie, qui demandent pour aller, comme disait Moïna, pas forcément très, très loin. Et une autorisation de sortie, souvent, on a besoin d'un accompagnant. S'il n'y a pas d'ATSEM, ça peut être un parent d'élève. 2 adultes, on peut sortir une classe. Donc, c'est assez facile. La chose que j'ai envie de glisser et qui résonne un peu avec la question précédente, c'est qu'en fait, l'enseignant, il faut qu'il le fasse avant, tout seul, pour se sentir bien. Je pense qu'on pratique et on enseigne pour transmettre. Il faut transmettre ce que l'on sait, ce qu'on en a vécu, ce qu'on a expérimenté. En fait, le meilleur moyen pour l'enseignant, c'est, je sais pas, d'aller à l'école un mercredi, un samedi, un dimanche, et juste de s'entraîner, d'essayer de voir ce que ça fait et d'imaginer qu'il est avec ses élèves. Et ça, dans les lois du vivant, on appelle ça anticiper. C'est-à-dire qu'on se projette comme si il répète et va voir s'il se sent à l'aise ou pas. Et généralement, ça donne super envie parce que dans la nature, c'est ça, c'est l'émergence. Il arrive toujours plein de choses quand on est dehors. Donc, en fait, c'est le faire une fois comme ça. Alors, on a beaucoup parlé des 3-6 ans, sans les nommer, mais en y faisant référence régulièrement. Je crois que c'est intéressant de préciser que finalement, les enfants naissent connectés à la nature. Et ça, c'est une constatation que j'aimerais savoir si vous la partagez, mais ils naissent connectés avec la nature. Donc, il suffit peut-être simplement de les aider à développer leur plein potentiel.
et pas les brider pour les empêcher de créer cette connexion avec cette nature. Donc, plus ils sont petits, plus c'est important de prendre d'avoir de l'attention pour leur laisser se développer naturellement, entre guillemets. Et puis, les 6-12 ans, il y a ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir des accroches. La nature, plus on la fréquente, plus on a envie, plus on s'émerveille de la voir, plus on a envie ça suscite de la curiosité et plus on a envie de savoir. Et c'est à ces moments-là où on peut leur adresser des outils pour aller un peu plus loin, mieux connaître, partager le fait qu'il est possible aussi d'apprendre des choses qui sont enthousiasmantes et donner l'énergie d'apprendre. Parce que ça aussi, c'est intéressant, c'est de voir que cette connexion à la nature donne la possibilité aux enfants d'avoir une forme d'appétence pour la connaissance qui va bien au-delà de la nature. Et des enfants qui sont, on va dire, équilibrés, si je sais, j'essaie ce mot, mais en tout cas, qui sont connectés avec le vivant, sont souvent des enfants qui sont très ouverts et donc qui vont être très curieux du reste et qui peuvent être aussi trouver un plein épanouissement dans autre chose que juste la connexion au vivant, même si elle leur restera essentielle. Est-ce que vous partagez cet élément? Ouais. Je pense qu'il y a plein d'outils. David, ce que vous évoquiez, ça me faisait penser aux enquêtes qu'on mène souvent, c'est-à-dire que les enfants, ils ramènent des choses, tout un tas de trucs de la nature, des crânes, des machins qu'ils ont trouvés. On trouve ça aussi dans les parcs, ou des fois en ville, des bouts de je sais pas quoi, qui sont tombés d'un arbre. Et en fait, ils ramènent ça, on met ça sur une table et on lance une enquête le vendredi à la fin de la semaine. Voilà, il faut avoir trouvé. Il faut avoir forcément écrit une étiquette dessus. Voilà, on mène une enquête toute la semaine. C'est quoi? On met des choses à disposition. Ils peuvent chercher. Il y a des responsables de l'enquête. Et quand on fait tout ça, on parle, on utilise du vocabulaire, etc. Et on va écrire, on va révéler l'enquête. Ou des fois, on fait des votes. On organise comment on vote. Et tout ça en s'inspirant de choses qu'on a trouvées. Et il y a des outils comme ça pour, en quelque sorte, stimuler. En fait, donner envie de chercher. Et donc, d'autres enfants dès qu'ils vont voir un truc, ils vont ramener autre chose. Ça fait partie, en tout cas, des choses qu'on peut mettre en œuvre pour stimuler aussi cette recherche de connaissances. Alors, peut-être une dernière question que j'ai relevée. On nous demande, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pratiques de comment on utilise la nature finalement comme support pour d'autres sujets? Comment on fait des maths dans la nature? Comment on fait du français dans la nature? Comment pas être dans le moule parce que c'est pas ce qu'on cherche, mais en fait quand même suivre le programme scolaire qui correspond. On est bien d'accord que faire école de la nature, ça ne veut pas dire ne pas faire le programme scolaire habituel pour les enfants. Donc Muriel, peut-être sur ce point. Oui, on dit que dans ces écoles, on n'apprend pas juste à reconnaître les feuilles des arbres ou à faire pousser des carottes. Non, je le confirme, ce sont les écoles qui aujourd'hui, et particulièrement les écoles primaires, qui existent même en France, dans notre pays, sont des écoles où après les enfants, ils vont au collège. Et moi, j'ai des témoignages ici que les enfants qui vont au collège, ils entretiennent aussi le potager du collège, ça continue. Donc évidemment, j'ai envie de dire, il y a une gâche dans ces écoles, c'est le jardin. C'est-à-dire de faire un petit maraîchage, pas forcément grand, pas forcément quelque chose d'énorme, mais juste faire un jardin. Nous, on dit prendre soin du jardin. On peut faire absolument tout le programme académique, tous les socles d'apprentissage avec le jardin. Vous pouvez faire les sciences, vous pouvez faire tout le français, vous pouvez faire tous les maths. Quand vous avez des parcelles qu'il faut mesurer, qu'il faut diviser avec le nombre d'enfants, il n'y a pas de souci. Vous pouvez travailler les 4 opérations en faisant juste un jardin. Après, sur tous les autres supports, souvent, ça peut être des prétextes. C'est parce qu'on regarde un paysage, on fait de la lecture de paysage, de la lecture en art plastique. On commence, par exemple, tout simplement à dessiner, que tout d'un coup, on va aller chercher du vocabulaire, ou on va le ramener à un autre pays, etc. Et puis surtout, toute la partie, j'ai envie de dire, des fameux fondamentaux, les maths et le français, il y a tous ces récits
Donc, les enfants, ils peuvent raconter, ils peuvent inventer, etc. à partir de ça. Quand je parlais des apprentissages, on oublie en fait tous les temps de verbalisation et se raconter nos anecdotes. En fait, c'est une qualité aussi d'approche du vocabulaire. Quand on est dans la nature, on a une capacité beaucoup plus grande à utiliser nos sens. Ou alors, nous, on utilise essentiellement, on le voit bien ce soir, le visuel. Et alors, il suffit juste de se mettre un bandeau, une écharpe ou un bonnet là, sur les yeux. Et cette nature, de l'appréhender en sentant, en écoutant, etc. Et de réussir à sortir du vocabulaire, par exemple les cycles 3, c'est incroyable la richesse de la langue pour ça. Donc en fait, on peut faire absolument tout le programme. Ça fait 8 ans qu'on fait du programme éducation nationale tout en étant dans la nature. C'est vraiment faisable, ça se fait. Les enfants n'arrivent pas au collège sans savoir ni lire et écrire, et même avec un peu plus en ayant fait de la philo et plein d'autres choses. Donc voilà, le jardin est vraiment un support, un vrai support pour ça. Peut-être glisser un mot aussi que on pourrait faire pratiquer en fait la nature, donc de la pédagogie vivante, même en grande ville ou ailleurs, parce que il y a la nature de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, etc. Mais il y a aussi dans la nature toutes les inspirations de ces lois de la nature, c'est-à-dire le don. La nature, elle nous donne le soleil encore ce soir, il est là. On ne le paye pas aujourd'hui. Donc, être en lien avec le vivant, c'est toute cette complexité aussi, tout cet accès à la complexité pour nos enfants. Donc, la pratique du don, du bien commun, la pratique de la coopération, pratique de la mémoire, se raconter les histoires, pourquoi une graine de poireau, elle ne sort pas fraise, etc. Donc, il y a énormément de sujets qui vont pour nous au-delà du programme de l'éducation nationale. Très bien. Je pense que ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble. C'est passionnant. On aurait encore beaucoup de choses à dire. On va devoir s'arrêter là. Et je vous ai demandé à toutes les deux de venir avec une image qui représenterait un petit peu voilà, ce qu'on peut, enfin, qui serait inspirante et qui représente quelque chose d'important dans le lien à la nature avec les enfants. Alors, on peut commencer par Muriel. Donc, une première image. Donc, là, on voit l'école primaire de Caminando. Voilà la seconde image. Qu'est-ce qu'évoque cette image pour vous? Alors, je me disais que l'école dans notre pays, elle repose sur des valeurs qui sont bien jolies. Égalité, fraternité, liberté. Moi, ce que je rêverais dans 10 ans, c'est que ces valeurs-là elles soient incarnées. Donc, j'ai pris ce sont des visuels de l'école, et je me disais, dans ces belles valeurs, c'est celles-là qu'il faudrait réussir à incarner dans quelques années. De la complicité, parce qu'être dans la nature, c'est changer la posture d'enseignant, enseigner. De la fraternité, des enfants qui vivent la nature entre eux, quand ils ont froid. Forcément, la curiosité dans la nature, on découvre toujours énormément de choses ensemble et on s'interroge et donc on apprend les uns à côté des autres. Et puis la liberté, la nature, ça peut être aussi, ça peut être la culture dans la nature. J'ai pris cette image un peu provoque, mais je pense que c'est l'accès, en fait, l'accès à une certaine forme de liberté. Ce qui pose aujourd'hui question, et Moïna, elle nous l'a bien expliqué, c'est l'égalité de nos enfants. Est-ce qu'un jour on pourrait rêver? Moi, je rêve de ça, en tout cas, c'est la valeur du milieu, que nos enfants soient égaux face à la nature, en tout cas qu'ils en aient tous l'accès. Voilà. Très bien. Quelle magnifique perche tendue à Moïna pour présenter son image. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur votre image, Moïna? Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est exactement ce que disait Muriel. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Donc en fait, donc la première photo c'était au Danemark dans une petite école. Bon, c'est pas du tout toutes les écoles en France qui font ça, quoi. Ça, c'est dans un square à Paris, juste à côté du périph'. C'est un enseignant du 19e qui a commencé à faire classe dehors, inspiré par ce qui se faisait notamment en Poitou-Charentes. Il a commencé il y a 1 an et demi.
Au départ, il allait au parc de la Villette et là, comme après les transports en commun, on disait qu'il valait mieux pas les utiliser, il est allé dans le square juste à côté, qu'il trouvait pas très intéressant, mais en fait qui est pas si mal parce qu'il y a un petit bosquet où on peut aller, il y a des feuilles, il y a quelques éléments naturels, il y a un peu de volume, un peu de relief. Un petit peu plus loin sur le côté, il y a une petite butte et la dernière fois que j'étais allée, c'était très boueux, ils se sont éclatés. Il n'y en avait que 2 avec des pantalons kawé, donc vous n'imaginez pas l'état, mais bon, c'était vraiment chouette. Et ces enfants-là, il y a 1 an et demi, au tout début, quand ils allaient au parc de la Villette, il fallait qu'ils montent 3 marches et qu'ils descendent 3 marches, ils n'arrivaient pas à le faire, quoi, tellement ils n'étaient pas en mouvement, quoi. Et en fait, de sortir comme ça 1 fois par semaine, une matinée par semaine, ça fait vraiment une différence. Et notamment, il y avait quelqu'un qui évoquait les ATSEM. Et ben, l'ATSEM de cette enseignante, qui s'appelle Concilia, elle était tout de suite hyper partante pour faire des sorties, pas faire des sorties, pour faire classe dehors. Alors qu'elle n'aimait pas faire des sorties, elle adore faire classe dehors. Et elle voit la différence. Et la relation aussi, Muriel, tu évoquais la relation avec l'adulte. Et effectivement, les relations entre les enfants et l'enseignant et l'ATSEM, ça change, ça évolue parce que c'est dans un espace qui est plus ouvert, il y a moins de contraintes, donc les choses sont vraiment très différentes. Et je trouve ça chouette parce que ça montre que c'est possible de plein de façons différentes et pour tous les enfants, comme tu disais, Muriel. Et donc, moi, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut qu'on rende ça possible pour tous les enfants. Super. Eh ben, peut-être, et j'ai envie de vous laisser le dernier mot, Moïna. On a, je pense, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà fait avant ce soir, bien pris conscience de cette importance d'être relié au vivant. Et j'ai envie de dire, mais comment faire passer ce message et l'adresser à tous pour faire plaidoyer autour de cette cause magnifique qu'on a tous envie de défendre. Que dire? On pourrait dire par exemple que déjà tous les 3 là sur notre scène sur écran, on travaille avec d'autres à ça, avec un collectif qu'on a monté qui s'appelle Tous dehors France et dont l'objectif est de rendre les expériences de nature indissociables de l'éducation en France. Muriel, peut-être tu peux compléter? C'est clair. Est-ce que ça pourrait être le quotidien, en tout cas une nature apprenante, mais tout simplement le bien-être de nos enfants? Je pense que n'importe quel parent a envie d'enfants épanouis et en bonne santé pour des futurs citoyens de demain. Je pense dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il y avait quelques jours de vacances, tout ce que j'ai lu, absolument tous les ouvrages, toute la presse, tout le monde parle de changer de cap, d'un retour à la nature, que ce soit les psychiatres, que ce soit les scientifiques, les biologistes, absolument tout le monde. Et je me demande juste combien de temps ça va prendre à ce que ce soit audible et qu'enfin les enfants puissent avoir accès à cette nature-là. Donc, chiche, on le fait. On y va. On y va. Tous déterminés. Et bon, pour nos enfants, pour nous, enfin voilà, pour vivre pleinement le déconfinement qui s'annonce, on espère, rapidement, qui va pouvoir nous donner l'occasion de nous reconnecter tous plus à la nature. Donc, je conclus ce mercredi buissonnier en vous remerciant toutes les deux. Vraiment, c'était un bonheur d'être votre animateur aujourd'hui et de dire aussi, de remercier aussi les nombreuses personnes qui nous ont fait l'amitié de partager cette heure avec nous. Vos messages nous vont droit au cœur, hein, on peut les lire tous les 3. Et donc, on est très content d'avoir pu passer ce moment avec vous et d'avoir pu partager les compétences de ces dames et notre passion collective pour ce sujet. Et on vous dit à bientôt. On vous adresse un mail pour vous donner l'occasion d'aller plus loin et on vous souhaite une très belle soirée. Et Muriel, promis, demain matin, pour le jour de la Terre, au lever du soleil, tu recevras un petit SMS de ma part pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Sur un bon site spot. Voilà, exactement. Voilà, bonne soirée à tous et merci de votre fidélité. Bonne soirée. Merci, bonsoir.